Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la mise en œuvre des algorithmes de deep learning avec Torch, mais sous R. Hmm, C'est ça la petite subtilité ici. Changement de pâture excite le veau, disait un philosophe qui devait avoir aussi compris beaucoup de choses. Et une autre manière de dire également, c'est que l'ennui naquit un jour de l'uniformité. Voilà. Alors, quand on parle de deep learning, souvent on pense à Python, en tout cas dans la data science, hein. Voilà. Et enfin, j'entends ce bruit-là. Il y a des personnes qui pensent qu'on ne peut pas faire de deep learning sous R. Et la réponse est si, bien sûr que si, en réalité, hein. Voilà. La plupart des choses qu'on peut faire sous Python, dans ce cadre-là, en tous les cas, dans ce cadre-là, en tous les cas, on est bien d'accord là-dessus, hein. Il faut bien cerner les choses. Donc, c'est l'application d'algorithmes deep learning. Ce qu'on peut faire sur Python, généralement, on doit pouvoir le faire sous R. Voilà. Alors, c'est une chose de le dire, c'en est une autre de le montrer. Donc, moi, je m'acharne à le montrer, bien sûr. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Moi, vous avez vu, hein, vous le savez, tout le monde le sait maintenant. Moi, j'ai pas de préférence pour les outils. Pour moi, le credo, c'est que on doit utiliser l'outil le plus adapté par rapport à nos objectifs et par rapport au contexte dans lequel on se situe. C'est ça mon credo à moi. Voilà, donc je fais pas de religion des outils. Certainement pas, hein. Bien. Alors, resituons vite fait les choses pour que tout le monde puisse voir comment il peut profiter de la vidéo, parce qu'encore une fois, toutes mes vidéos sont en ligne, publiques, et tout le matériel pédagogique associé, donc les données, les notebooks, les programmes, sont toujours en ligne, hein. Ça, je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mes étudiants vont commencer leur cours de deep learning bientôt. Pas avec moi, c'est pas moi qui fais le cours, c'est un collègue, très bien. Mais moi, mon rôle en tant que responsable de formation, c'est de les préparer. Donc, généralement, je fais des ateliers préparatoires pour qu'ils voient déjà ce que c'est, à peu près les grands principes, et qu'ils voient à peu près les outils qu'on peut utiliser pour qu'ils puissent en profiter au mieux en TP. Il n'y a rien de pire qu'un étudiant qui est en TP, qui est assis devant la machine et qui ne sait pas ce qu'il faut faire, hein. Ça, c'est juste pas possible, ça. Donc, mon rôle à moi, c'est de les préparer. Donc, je l'ai fait, par exemple, pour le cours de machine learning. Donc, j'ai fait des TP, des ateliers de préparation. Pareil, ils vont avoir un cours des biostats. Je vais faire des ateliers sur l'inférence statistique, sur les comparaisons de population, sur les ANOVA, ANCOVA, pour qu'ils aient une vision globale des choses. Ensuite, comme ça, ils pourront profiter au maximum du cours. Voilà, avec les outils associés. Là, pour le coup, j'utilise SAS. Et Deep Learning, il commence dans 2 semaines. Donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je les prépare. Et à cet effet, tac, j'avais fait une petite playlist. Voilà. Donc, dans la playlist, je montre les différentes cas d'études possibles, hein, en tout cas dans le traitement des données tabulaires ou des données images, mais aussi des données textuelles, en fait, hein. Ça, pour le coup, c'est un cours que moi j'assure. Voilà, donc, ils peuvent très bien regarder. Voilà, c'est ce que je fais avec en TP, hein. Et je me suis rendu compte en regardant rapidement que il y a beaucoup de Python là-dedans quand même. Il y a beaucoup de Python là-dedans. C'est très bien, c'est ce que j'utilise moi-même. Mais comme je suis aussi attaché à R, je suis attaché à Python comme je suis attaché à R, je me suis dit il faut que je fasse un petit aussi vidéo pour la mise en œuvre des algos de deep learning avec R, avec les librairies qui font référence. Alors ça en fait je l'ai déjà fait par le passé, hein. J'ai fait une vidéo ici. Voilà, où je montre qu'on peut utiliser Keras sachant que ça, c'était pendant le deuxième confinement, hein, qu'on faisait le cours en distanciel, décembre 2020. On se rappelle, hein, on était cantonnés à la maison, on faisait des cours en ligne, très bien. Mais ces tutoriels-là, j'en avais fait un déjà en 2018. 2018, donc c'est pas nouveau, hein. Donc la possibilité de mettre en œuvre des algos de deep learning sous R, c'est absolument pas nouveau du tout. Là, j'avais fait en 2018, hein, le texte il est là, hein, j'ai fait en détail et on voit bien, hein, c'était en avril 2018. C'est pour Keras TensorFlow, hein, très bien. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la même chose pour Torch. Voilà. Il y avait PyTorch que j'ai montré ici, hein. Là, j'utilise beaucoup PyTorch, là. Je me suis dit, mais le Torch, en fait, il est porté sous R, donc je dois pouvoir faire la même chose, qui est là, hein. Vous avez bien vu, hein. Voilà, ils disent que Torch pour R est une open source. Vous savez lire, donc je vais pas lire ce qui est écrit là. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était un premier élément. Donc je me suis dit, je vais le faire. Donc j'ai commencé à regarder. Comme d'habitude, quand je veux regarder, bah, je commence à faire des recherches sur Internet pour trouver des tutos qui me permettent de moi-même de cadrer mon travail pour que, voilà. Ce qui est important quand on fait un atelier avec les étudiants, mais c'est vrai pour tous les enseignements, en fait, même pour les tutos, c'est que, il faut être schématique et il faut que les différentes étapes soient lisibles. Voilà, ça c'est vraiment très important. Comme ça, l'étudiant est capable de l'adapter pour le mettre en œuvre sur son propre jeu de données.
C'est ça l'idée, hein. Il faut absolument que ce soit schématique, les différentes étapes sont bien décomposées, et il faut que ce soit parfaitement lisible. Comme ça, la transposition à son problème, donc la transposition de l'étudiant à son propre problème, aux données qu'il étudie, doit être relativement simple. C'est ça l'idée, hein. Voilà. Alors j'ai regardé, et notamment là, il y a un livre qui est pas mal. Ce livre-là, bon, vous pouvez l'acheter si vous voulez, mais en fait, il est en ligne aussi. Voilà. Il est en ligne, il est là, très bien. Et donc j'ai regardé. Ah, c'est quand même assez abscon, hein. Tiens, j'ai quand même, j'ai pas, j'ai plutôt l'habitude de lire les documentations, si vous voulez, mais bon, c'est assez abscon, donc je vais quand même regarder. Bon, je vois les idées, mais repris tel quel, c'est juste impossible en réalité. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ben, j'utilise soit des données générées aléatoirement pour montrer les fonctionnalités, mais comment les étudiants vont transposer ça à leurs données, si vous voulez, hein? Là, les données sont pas chargées, là. Ils sont générés aléatoirement dans le programme lui-même. Voilà. Soit c'est des données qui sont empaquetées dans des packages, voilà, comme les fameuses bases MNIST. Mais là, encore une fois, oui, mais comment je transporte ça à mes propres données? Mes données sont pas empaquetées dans un package. Donc, du coup, voilà. Donc là, déjà, j'ai regardé. Bon, c'était intéressant à lire, hein. Je ne voudrais pas me dire du mal. C'est surtout pas tout le monde me connaît. C'est vraiment pas ma manière de procéder. Je suis pas comme ça du tout. Ça m'intéresse pas d'être comme ça. Voilà. Mais quand même, c'est pas très accessible. C'est accessible si on a déjà un bon niveau de connaissance. Or non, moi c'est un atelier enfin, d'initiation, donc je ne peux pas amener les étudiants là-dessus. Donc j'en ai regardé d'autres également. Voilà, j'en ai trouvé un aussi qui est là, hein. Vous avez mis l'adresse, vous avez l'adresse là. Mais là, pareil, il y a. En plus, il montre différentes manières. Là, c'est les données MNIST là, hein, qui sont directement pactées. Très bien. Voilà. Ensuite, il y a l'opérateur pipe aussi. Il y a, pareil, je, je comprends l'opérateur pipe, bien sûr que je comprends, mais quand ça commence à être en plusieurs successions, hein, l'idée de l'opérateur pipe, c'est que le calcul précédent est intégré comme premier paramètre du calcul suivant. Si je schématise, c'est ça. Voilà. Ok, mais bon, là, on perd les étudiants avec ça. Je- voilà. Voilà. Donc ça commençait un peu à me prendre la tête, cette histoire-là. Très bien. Même si, globalement, on comprend les idées, hein, mais c'est vraiment pas très lisible. Voilà. Donc Pipe, il est là, hein. Ah bah. Donc il y avait celui-là aussi. Alors là, donc j'ai mis, hein, je vais mettre ici l'adresse là. Voilà. Vous avez l'adresse qui est là. Très bien. Voilà. En anglais, on trouve quand même pas mal de choses. C'est en français déjà. Bon, là non plus, j'ai pas trouvé quelque chose de probant. Je l'ai trouvé, mais bon, c'est pas. Enfin, peut-être que ça m'a échappé. Voilà. Bon, mais bon, j'ai pas trouvé quelque chose qui me paraît intéressant pour en parler ici, hein. Mais peut-être qu'il y en a, hein, mais que j'ai pas trouvé, hein. Mes requêtes Google peut-être étaient limitées, hein, je sais pas. Mais bon, là également, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il montre qu'on a deux manières de faire, hein. Soit avec l'outil séquentiel qu'on peut trouver sous Keras d'ailleurs, soit en créant des classes. Voilà. Mais là aussi, on va perdre les étudiants avec ça. Tiens, il dit, mais on fait laquelle alors? Le premier ou le deuxième? Comment ça se passe et tout ça? C'est extrêmement compliqué. Voilà. Avec toujours ici l'opérateur pipe, hein. Sachant que le pipe, il est discutable, hein. Je vais pas dire que c'est pas bien pipe, hein. J'ai pas dit ça non plus. Voilà. Mais bon, dans une phase d'initiation, ça peut rendre plus compliqué la compréhension des étudiants quand ils sont dans une phase où ils appréhendent le problème, ils rentrent dans un domaine. Voilà. Surtout que le pipe, j'ai appris que depuis la version 4.1, voilà, il y a une nouvelle notation qui est introduite également. Donc il y a celle avec les pourcentages là, qui sont là, hein, qui sont issus de Magritte. Voilà, très bien, mais il y a une nouvelle notation qui apparaît. Mais attends, c'est juste pas possible. Donc je me suis dit, ce qu'il faudrait faire, c'est de reprendre un de mes tutoriels sous Python et de faire exactement la même chose en parallèle sous R. Voilà. Comme ça, c'est extrêmement lisible les différentes étapes et les étudiants auront la capacité de comparer les deux. C'est ça l'idée. Du coup, j'ai pris quoi? J'ai pris ce tutoriel-là, voilà, et j'ai essayé de le reproduire pas à pas. Voilà. Alors, du coup, le code, vous le trouverez ici, hein, comme d'habitude, hein, sur ce site-là. Voilà. Donc, sur ce site-là, comme d'habitude, je mettrai. Il est où là? Hop, hop, il est là. Voilà. Vous avez le lien de la vidéo et surtout ici, vous aurez le lien avec le notebook et les données. Donc, je vais utiliser les mêmes données et on aura ici, vous aurez le programme pour Python
Et ce que je vais faire aujourd'hui, que je vais rajouter tout à l'heure ici, je mettrai le code programme pour R. Et l'intérêt pour vous, bien sûr, c'est de récupérer les deux et de regarder en parallèle. Et là, on verra qu'effectivement, les fonctionnalités sont tout à fait transposables. Alors du coup, la séquence de travail, elle est là. Donc, je vais me placer dans un cas très connu, hein. C'est tout simplement, j'ai un échantillon de données, je vais créer un perceptron multicouche dessus, voilà, avec deux neurones dans la couche cachée. Voilà. Une fois que j'ai fait ça sur les données d'entraînement, je vais récupérer l'échantillon test, je vais faire les transformations idoines, comme j'ai fait ici, je vais l'appliquer, comme j'ai fait sur le train, je vais l'appliquer sur le test. Ensuite, j'applique les modèles, le perceptron multicouche appris, entraîné sur les données test préparées, et j'aurai les deux colonnes, la cible observée en test et la cible prédite sur l'échantillon test. Et ensuite, je vais calculer ma fusion classique. Mais c'est très basique, on est d'accord là-dessus, hein. Mais l'intérêt de partir sur un schéma très basique, c'est que chacune des étapes va être lisible. C'est ça l'intérêt de la faire. Alors le perceptron, il est là, hein, voilà. Alors et je parle des données très rapidement, mais c'est des données que j'utilise, qui sont ultra classiques chez moi, hein. C'est les breast cancers. Donc on a des ponctions sur des cellules, des nodules, enfin voilà, très bien. Et on peut savoir si les cellules ponctionnées sont des cellules correspondent à une tumeur bénigne ou une tumeur maligne. Donc la variable cible elle est là, bénigne et malignante. Et les variables prédictives, les descripteurs sont les caractéristiques des cellules, hein, taille, forme, ainsi de suite. Ok, très bien. Donc là, on a la partie train, voilà, et là, j'ai la partie test. On a exactement la même structure des données, mais on n'a pas les mêmes individus, hein. Il y en a 399, là il y en a 300. Sur l'apprentissage, il y a 399, sur le test, il y a 300. Et mon réseau sera bien celui-là. Alors, donc ici, les 6 neurones de la couche d'entrée, qui sont les descripteurs, plus le biais, bias en anglais, hein. Biais, c'est l'intercept en fait, hein. Donc c'est la constante, très simple. Donc on a ici les différentes connexions, hein, qui sont les coefficients à estimer, les poids synaptiques, mais c'est les coefficients à estimer tout simplement, hein, qu'on va estimer sur les données d'entraînement. Ensuite, dans la couche intermédiaire, j'ai mis deux neurones dans la couche. Pourquoi? Parce que ça va permettre de dessiner les étudiants, enfin, de dessiner, de projeter les points, pas les étudiants, projeter les points, hein, dans l'espace intermédiaire qui est défini par la sortie de la couche cachée. Voilà. Comme on est dans le plan, on pourra voilà, faire la projection dans laquelle est défini un séparateur linéaire, justement. Donc ça également, je le dis dans mon cours introductif avec mes étudiants, hein, il y a différentes manières de voir un perceptron multicouche. Soit on est dans l'espace originel et du coup on a des combinaisons de séparateurs linéaires, et l'ensemble est non linéaire du coup, voilà. Donc on a un modèle linéaire par morceau, ou bien on regarde ce qui se passe à la sortie de la couche intermédiaire, et là du coup on est dans un autre espace où on essaie de trouver une séparation linéaire, qui est la combinaison en fait de ce qu'on a ici, hein, qui est basée sur la combinaison de ce qu'on a ici. Voilà, c'est ça l'idée. Très bien. Alors, dernier élément, avant de quoi c'est long mon préambule, hein, mais voilà, c'est important de dire les choses. Je me suis dit, mais que me disent les IA génératives? Donc moi j'utilise beaucoup Opera, hein, c'est un navigateur que j'apprécie énormément. Voilà, il est là, très bien. Et il a un module qui fait de l'IA générative, hein, c'est ARIA, il s'appelle. Donc moi j'utilise prioritairement. Comme je suis plutôt enclin à utiliser des outils libres, donc j'utilisais celui de Opera qui s'appelle ARIA, hein, qui est l'IA générative associée à Opera. Voilà. Et je lui ai dit, voilà, peux-tu me proposer un programme en langage R qui implémente un perceptron multicouche avec la librairie Torch? Donc il me sort un code qui est pas trop mal, qui est pas trop mal, hein, qui est pas trop mal. Là, on a les éléments, on va voir ça tout à l'heure, hein. Très bien. Ensuite, là, on a le comportement du réseau. Donc ça, c'est les éléments du réseau, hein, c'est les différentes parties qui composent le réseau. Voilà. Les différents outils qui composent le réseau. Et ensuite, là, on a le comportement du réseau avec forward. Donc on a la classe ici qui est définie. C'est pas mal, hein? Très bien. Et ensuite, ici, on a les outils qu'on va voir tout à l'heure, hein. Ça, c'est la fonction de perte. Là, c'est l'algorithme d'apprentissage. Donc, il y a vraiment les éléments qu'il faut. Et ensuite, il y a l'entraînement. Alors là, pour tous, c'est un apprentissage, c'est une descente de gradient toujours, hein. Mais c'est un apprentissage qui est en fait online. C'est-à-dire que chaque individu de l'échantillon d'apprentissage est traité de manière individuelle. C'est ce qu'on a, hein. Il y a deux boucles intégrées ici, un briquet ici. Là, c'est les poches. Donc, les poches par défaut, je ne sais pas combien il a mis. 10, voilà. Et ensuite, une fois qu'il, donc c'est le nombre de fois où on passe sur l'ensemble de la base, et ensuite on traite ici de manière individuelle donc la base.
hein. Donc c'est une sorte de gradient stochastique, c'est un gradient stochastique, mais on traite les individus de manière individuelle. Donc c'est comme un mini-batch, mais dans le mini-batch, j'ai un seul individu. Bon, ok. Moi, je veux autre chose. Moi, je veux faire une descente de gradient où à chaque époque, j'ai tous les individus qui sont traités. Donc, une descente de gradient, voilà, pas stochastique pour le coup. Donc, du coup, là, c'est pas ce qui est fait, là, hein. Mais bon, ça, pour le coup, si on ne connaît pas ces méthodes-là, on ne peut pas se comprendre, hein. C'est parce que il y a une tentation, souvent, c'est les étudiants, de prendre tel quel c'est là et de voir, et puis de voir si ça marche. Ça marchera pas, hein. Soit ça marche pas, soit ça vous donne un truc que vous comprenez pas. C'est encore pire, en fait. C'est mieux si ça marche pas, parce que moi, vous savez qu'il y a une erreur. En revanche, si ça marche, du coup, on dirait qu'il n'y a pas une erreur, et là, vous commencez à perdre du temps là-dessus, c'est juste impossible. Voilà. Très bien. Mais bon, ça donne quand même une référence, hein. Mais donc là, c'est bien un online, là, hein. C'est un descente de gradient, toujours, mais les individus sont traités de manière individuelle. Très bien. OK. Et ensuite, là, on a la projection sur l'échantillon test. Voilà. Et là, encore une fois, les individus de l'échantillon test sont traités de manière individuelle. Vous avez bien vu, hein? OK. Très bien. Mais quand même, hein, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout même. Ça marche plutôt pas mal. Alors j'ai vu ça, puis j'ai dit, mais OK, il y a même des explications. C'est pas mal, hein, comme IA générative. Là, pour le coup, c'est intéressant. Il y a des vraies explications sur ce qu'il a fait. Très bien. Alors, bon, très bien, je me suis dit, mais OK, mais attends, moi, hein, n'oublions pas que j'ai 6 neurones dans la couche d'entrée, plus le biais, plus l'intercept. Ensuite, dans la couche cachée, j'ai 2 neurones, et dans la couche de sortie, j'ai un seul neurone. Voilà. Donc, je lui ai dit, mais fais-moi ça. C'est ce que je mets ici. Vous avez vu, hein? Là, je lui ai dit, j'ai 6 neurones dans la couche d'entrée, 2 neurones dans la couche cachée, et un neurone dans la couche de sortie. Et ben, il a corrigé le code. C'est quand même pas mal, hein. Il a corrigé le code, voilà. Input size 6, hidden size 2, le output size 1, et il m'a proposé le code. Très bien. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Très bien. Alors, en revanche, ici, vous avez vu, hein, dans la sortie intermédiaire, il a fait un relu. Voilà. Là, il fait un relu, là, alors que moi, c'est un sigmoïde que je veux. Ça, c'est un premier élément. Et dans la couche de sortie, il fait pas de correction. Il met pas la fonction de transfert. Vous avez bien vu, hein? Dans la couche intermédiaire, à la sortie de la couche intermédiaire, il applique un relu. C'est ce qu'il fait là. Donc, la fonction de transfert, enfin, d'activation relu. Et à la sortie de la couche de sortie, il renvoie le linéaire. Pourquoi? Parce que là, tout simplement, c'est un cross-entropie qu'il utilise. Il est où, là, la fonction de coût? Voilà. Ah non, là, c'est un MSLOS. Ah bah là, pour le coup, ça va poser problème, hein. Oui, oui, là, c'est linéaire. Là, oui, oui, là, ça pose un souci, là. Hein, hein. Oui, 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 oh, oh, très bien. OK. Donc, du coup, je lui dis, mais non, 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 attends. Moi, je veux une fonction d'activation sigmoïde en couche cachée et en couche de sortie, hein. Ah, je suis pénible, hein, mais on va voir ce que dit l'IA générative. Et il m'a fait des bonnes modifs. Vous avez bien vu, hein? Là, à la couche de sortie, il m'a fait le sigmoïde. Enfin, à la couche intermédiaire, il applique la fonction d'activation sigmoïde, la fonction de transfert. Et en sortie du réseau, qui est linéaire ici, il réapplique une autre fonction sigmoïde. Et on a bien ce réseau-ci. Bien, bien, bien. Du coup, ce code-là, il est pas mal en fait, hein. Il est pas mal. Le seul truc je vois pas, qu'on voit pas très bien ici, c'est les données. Train data là. Du coup, là, il me dit rien. Je remonte en haut. Est-ce qu'il me l'a fait? Il m'a dit, bah voilà, remplacé par vous. Mais du coup, comment je vais préparer mes données? C'est mon fichier Excel que je veux manipuler ici. Voilà. Et ici également, et regardons. Ben non, il m'a rien mis. Voilà. Du coup, je reste toujours coincé parce que dans les autres tutos que j'ai regardés, voilà, on a soit les données empaquetées, les ministres là, soit des données qui sont générées aléatoirement avec des randoms. Voilà. Ce qui est encore plus embêtant, si vous voulez, hein. Bon, je trouve plus ici, mais c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, c'est ça mon idée. Mon idée à moi, c'est de reprendre cette vidéo-là. Voilà. Vous avez les liens là, hein, pour récupérer le notebook et tout ça, et d'essayer de voir comment je peux l'appliquer en utilisant R. Après ce long préambule, mais c'est très important qu'on comprenne bien qu'est-ce que je veux faire. Parce que je me suis rendu compte que parfois, on va sur des raccourcis et du coup, on a des idées préconçues et on n'a pas ce qu'on vous souhaitez obtenir. Mais en réalité, entre ce que l'étudiant souhaitait obtenir et moi, ce que je veux mettre en avant, peut-être que c'est pas toujours en phase. Donc, le préambule est toujours très important. Voilà. Allons-y alors.
Mais du coup, j'ai préparé ici, voilà, mon petit. Et ce qui serait intéressant d'ailleurs, attendez, je vais montrer ça, voilà, c'est que je vais mettre en parallèle ce que j'avais fait. J'ouvre dans l'autre fenêtre, hein, j'arrive tout de suite là, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, binary classification, et je vais récupérer, voilà, je l'ouvre avec un autre navigateur que j'apprécie énormément, c'est DuckDuckGo. Voilà, je l'ai ouvert, hein, normalement ça va s'ouvrir. Voilà, il est là. Donc l'idée, il est là, c'est de reproduire ça, mais sous R. C'est ça l'idée, hein. C'est vraiment ça l'idée, c'est de reproduire ce tutoriel-là, voilà, mais en utilisant R. C'est ça l'idée. Allons-y. Ah, très bien. Donc je vais laisser ouvert ici et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors moi je vais réduire un peu ça du coup. Voilà. Bon, le fenêtre ici, je n'ai pas besoin plus que ça et je vais réduire ça. Comme ça, on a bien. On ne va pas réduire plus là. Bon, je vais mettre comme ça et comme ça. Allons-y. Donc moi j'ai changé le dossier là et j'importe les données d'apprentissage. Donc comme d'habitude, hein, j'importe les données, il affiche les caractéristiques des données. Nickel. Ensuite j'affiche les premières lignes pour bien vérifier, on a bien les différentes informations. Ok. Voilà les données, tout ça, et avec en dernière position la classe. Donc les descripteurs là, les X si vous voulez, je vais les isoler dans une structure à part. Hein, c'est ce qui se passe ici. Une fois que c'est fait ça, ces variables-là, je dois les standardiser. Donc si je regarde le code Python, on est à cette étape-là. Et là, la standardisation, j'utilise ici un standard scalaire. Là, sous R, je vais utiliser l'outil scal. Voilà. Comme sous Python, ben là, je ne l'ai pas fait sous Python, hein, mais je vérifie, voilà, je vérifie si les données sont bien centrées réduites. Donc, j'affiche les moyennes et j'affiche les écarts types. Ah, on a bien, les moyennes sont nulles, hein, aux précisions près des librairies de calcul, voilà, et les écarts types sont bien égales à 1. Donc c'est des opérations standards quand on veut lancer des perceptrons, ça, hein. On charge les données, on isole les X, elles sont toutes numériques ici pour nous faciliter la vie, et ensuite je fais un centrage, une standardisation. Ah, là pour le coup c'est un centrage d'éduction. Très bien. De la même manière pour la variable cible, j'affiche les distributions, voilà, et je vais les coder en 0,1. Voilà, donc ici j'ai utilisé un map sur Python, hein, voilà, et là j'utilise un as numérique avec une condition, et on a bien les mêmes distributions là et là. Très bien. Jusque-là, c'est nickel également. Ok, bah je continue. Je charge la librairie Torch, donc j'ai fait un install.package de Torch, j'ai fait un install.package de read Excel pour lire les fichiers Excel. Et là, pour le coup, il faut bien préciser, quand j'ai appelé la première fois librairie, ici, il y a une question qui m'a été posée en disant, il y a des programmes additionnels qu'il faut installer. Faut faire oui, bien sûr, hein. Et en fait, il y a une boîte de dialogue qui apparaît en dessous de RStudio. Donc, je l'ai pas vu au départ. Donc, moi, j'attendais pendant des plombes, là. Voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un plantage ou quoi? Et c'est juste par hasard que j'ai vu qu'en dessous, il y avait une fenêtre en réalité. Donc, je l'ai cliqué dessus. Et j'ai vu qu'il fallait installer toute une liste de programmes supplémentaires. C'est ce que j'ai fait. Et on le fait qu'une seule fois. Mais il faut bien voir qu'on doit le faire. Très bien, donc ici, j'ai chargé torche, et les X là, je les transforme en tenseur, hein, que c'est manipuler torche, exactement comme ici. Hein. Torche, flotte, tensor, flotte, tensor, torche, tensor. Bon, au zoo, hein. Vous avez vu, hein, c'est quand même pas mal, hein. Très bien, on a les dimensions ici, très bien, j'affiche les premières valeurs, hein, très bien. Ok, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Très bien, on a bien les mêmes valeurs d'ailleurs, hein, bon, aux précisions près. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Très bien, je fais la même pour la cible, je fais le codage de la cible et je le mets en tensor. Le codage est déjà fait et je mets en tensor, voilà les différentes valeurs. Très bien. Alors avec Torch, il y a différentes manières de faire, mais la manière de faire la plus intéressante à mon sens, c'est de passer par des classes. Donc la structure et le comportement du réseau, voilà, sont définis par une classe. Exactement comme ici. Alors là, c'est le perceptron simple, hein, donc je vais aller au niveau du perceptron multicouche cette fois-ci. Voilà, il est où là? Ouh là, il est plus loin. Il est là. Donc, ce que j'ai fait là, avec Python, je vais le faire avec R. Donc, on le voit ici, hein.
Voilà, donc c'est comme à un moment donné, il y avait une pub dessus dans les années 90 entre Pepsi et Cola et il y avait un scientifique avec une éprouvette et tout ça qui faisait des manipulations chimiques. Puis à la fin, il dit c'est exactement la même chose. Tiens, les gens de ma génération se rappellent bien de cette pub-là, hein, Pepsi Coca. Bah là, c'est pareil. Regardez. Ah, voilà, donc j'ai défini la classe, très bien. Ensuite, j'ai le constructeur. Là, c'est init, là, c'est initialize. Ensuite, donc, j'ai mis la liste des outils que je vais utiliser, hein, voilà. Il y a P neurones de la couche d'entrée, ça va être 6 quand je vais appeler le réseau. Voilà, quand je vais instancier le réseau. Il y a 2 neurones de la couche intermédiaire. Et de la couche intermédiaire vers la couche de sortie, il y a 2 à 1. Hein. Donc, c'est bien cette structure-là. Il y en a 6 d'abord, vers 2. Voilà. Et ensuite, on a de 2 vers 1. Voilà. C'est exactement ce qu'on a là. Et la fonction de transfert, ça va être sigmoïde, sigmoïde. Hein, donc c'est bien ce qu'on a là, la sigmoïde et la sigmoïde. Très bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même chose. Vous avez mis, hein, j'ai fait exprès de mettre les mêmes termes, les mêmes noms de fonctions. Donc là, j'ai mis les différents éléments. J'ai mis forward 1, on voit bien, forward 2, voilà. Et ensuite le forward qui combine forward 1 et forward 2. On voit bien très bien les idées ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, j'instancie. Exactement pareil, hein? J'instancie la classe. Hein? Attends, j'ai pas lancé là, peut-être. Sinon, ça va planter. Donc, très bien. Une fois que c'est en mémoire, j'instancie. C'est-à-dire que je crée l'objet et j'affiche les caractéristiques du réseau. Et là, il met le nombre de poids à calculer ou le nombre de coefficients estimés. Il dit, de la layer 1, il y en a 14. Et pour la layer 2, il y en a 3. Pourquoi? Regardez bien. Là, il y a 6 variables, plus l'intercept. Bias en anglais. Mais biais en français, ça fait bizarre, mais c'est bien ça. Très bien. Pourquoi il y en a 14 paramètres à estimer? Pourquoi il y en a 14 coefficients estimés? Parce que de cette couche intermédiaire vers les couches d'entrée, il y en a 6 plus 1, ça fait 7. Plus, voilà, pour le deuxième couche également, pour le deuxième neurone de la couche cachée également, il y en a 7. 7 plus 7, ça fait 14. C'est pour ça qu'il vous dit qu'il y en a 14 ici. Ensuite, il y en a 3. Pourquoi? Parce que de la couche cachée vers la couche de sortie, il y a deux neurones dans la couche cachée, donc un paramètre et un deuxième paramètre, deux coefficients estimés, plus le troisième qui est le biais ici. Voilà. Et donc, on a bien la bonne structure du réseau là. OK. Ensuite, je définis deux choses. Un, la fonction de coût. Donc là, je prends une MSLOS. Hein. D'un côté, j'ai des valeurs 0, 1 et d'autre côté, j'ai des valeurs, des probabilités estimées qui vont entre 0 et 1. Du coup, utiliser une MSLOS, c'est une très bonne idée ici. On peut en utiliser d'autres. Hein. OK. De la même manière, l'algorithme d'optimisation, c'est une descente de gradient stochastique que je vais utiliser. Ça, c'est exactement la même chose là et là. Voilà. Alors, très bien. Donc, j'essaye, je vais tester déjà le réseau. Hein, bon, là, je l'ai appris tout de suite. Bon, là, ce que je vais faire, moi, c'est autre chose. C'est que, déjà, je vais appliquer le réseau sur des données d'apprentissage. Pourquoi je fais ça? Parce que quand vous instanciez votre réseau, là, il initialise avec des poids aléatoires. Et donc, si vous appliquez ce réseau avec des poids aléatoires, avec des coefficients définis aléatoirement sur votre réseau de données, vous allez obtenir la perte initiale. Voilà. Hein. Le MSLOS initial. Hein. Donc là, j'applique et ça me donne une idée des structures. On a bien une proba en sortie. Vous avez bien vu, hein? Voilà. J'affiche la dimension de la proba. Et en fait, c'est pas un vecteur qu'on a. C'est une matrice, voilà, à une seule colonne. Donc du coup, j'applique cette première colonne-là seulement, qui est une probabilité, hein, vous avez bien vu là, et je vais le confronter aux valeurs 0, 1, qui a été encodée de la variable cible. Donc d'un côté, on a une proba qui va être 0 et 1, et on va confronter ça avec le 0, 1, qui est l'encodage de la variable cible. Bien sûr, il faut que les probas soient le plus proche possible de 0, 1 pour que l'affectation soit parfaite, si vous voulez. OK. Que les valeurs, que les valeurs des probabilités soient bien tranchées dans le bon sens. Du coup, je calcule ici la perte initiale, 0,23. OK. Vous aurez une valeur différente, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les poids sont définis aléatoirement. Et il n'y a pas eu de random stat, là. Donc, pour le coup, c'est vraiment aléatoire, en réalité. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut lancer l'apprentissage. Alors, dans mon exemple sous Python, regardez, j'avais défini une fonction parce que je l'ai utilisée deux fois, simplement. Donc, je n'allais pas faire un copier-coller, hein. Les copier-coller sont interdits, on est bien d'accord là-dessus. Donc là, j'avais défini une fonction pour l'appeler deux fois. Bon, là, je l'appelle qu'une fois, donc je ne voyais pas l'utilité de créer une fonction, donc je l'ai fait directement ici. Ce qui est intéressant, je vais le lancer parce que ça prend un peu de temps, et comme ça, j'ai le temps de présenter.
Là, c'est le nombre des poches. Bon, là, j'avais plus mis ici 10 000, là, j'avais mis que 5 000 parce que ça, sinon ça prend trop de temps. Voilà. Et ensuite, j'ai créé un vecteur pour récupérer les valeurs des époches à chacune des étapes. Ensuite, là, j'itère sur le nombre des poches, hein. Donc, les poches, c'est les passages en entier, hein, sur la base d'apprentissage. Très bien. Ensuite, je remets à zéro tous les gradients. Très bien. Voilà. J'applique le modèle sur les données. Très bien. Avec les coefficients calculé à l'étape ITER, très bien. J'ai les sorties, c'est les probas, on est bien d'accord là-dessus, hein, et je calcule le critère en confrontant ces probas d'affectation avec les valeurs de la variable cible. Voilà, c'est ce qu'on avait fait ici, hein, de manière très scolaire, hein. Ça, là, on a calculé les probas et on calcule le critère. C'est ce qu'on fait ici, on calcule les probas, on calcule les critères. Donc la valeur de la perte, je récupère dans un vecteur, voilà, et ensuite je calcule les gradients et je fais la rétropropagation. Et on a la mise à jour des coefficients. Très bien, il a terminé là, vous avez vu, hein. Du coup, la première valeur de la perte, on la connaissait, hein, j'avais calculé à la main tout à l'heure, hein, c'est 0,23. Et la dernière valeur de la MSL loss, c'est 0,03. Voilà, ici. C'est bien ici. Voilà, valeur de la perte ici. Voilà. Bon, c'est plutôt, il y a une certaine. Voilà. Du coup, j'affiche la graphique de décroissance, hein, exactement comme tout à l'heure. Bon, là, je suis allé jusqu'à 10 000, hein. Bon, là, c'était pas nécessaire en fait, donc je suis allé jusqu'à 5 000 tout simplement, en utilisant un gradient simplifié. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je veux évaluer mon modèle sur l'échantillon test, hein. Est-ce qu'il tient la route ou pas? Exactement comme il se passe ici, hein. Donc, je vais charger les données de test. Voilà, très bien. Et je vais isoler les X pour pouvoir les transformer. Très bien également, c'est ce que j'ai fait ici. Très bien. Voilà. Et je vais les standardiser en calculant les paramètres calculés sur l'échantillon d'apprentissage. La moyenne et l'écart type calculés sur l'échantillon d'apprentissage. Regardez ici. Là, on fait un simple, on fait pas de fit. N'allez surtout pas faire de fit. On fait qu'un transform. Donc là également, il faut que je fasse qu'un transform. C'est-à-dire que je fasse le scal en utilisant la moyenne calculée sur l'échantillon d'apprentissage et l'écart type calculé sur l'échantillon d'apprentissage. Mais est-ce que j'ai ces informations-là? Ben, la réponse est oui. En fait, quand j'avais fait le scal sur l'échantillon d'apprentissage, il avait calculé les données transformées et il avait calculé en mémoire, il avait conservé en mémoire la moyenne et l'écart type qu'il a utilisé. Voilà. Donc, il y a des attributs, en fait, qui sont là, qui sont donc, il y a la matrice qui est là, des données transformées, hein, et vous avez des attributs, c'est de la moyenne calculée sur l'échantillon d'apprentissage, il appelle ça scalet center, et l'écart type calculé sur l'échantillon d'apprentissage. Du coup, quand je vais appeler scal ici, il faut que j'appelle quelque chose qui ressemble à transform. Voilà. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait là. J'appelle scal sur les données test, hein, sur les descripteurs en test, et le paramètre de centrage, c'est la moyenne calculée sur l'échantillon d'apprentissage, et le paramètre de normalisation, c'est l'écart type calculé sur l'échantillon d'apprentissage. Du coup, j'affiche les premières valeurs. Très bien, on a bien ces valeurs-là. On en voit bien la concomitance des valeurs, là, hein, et je le mets sous format de transform, en sort. Une fois que j'ai ça, voilà, je peux appliquer les données sur l'échantillon test, hein. Voilà, bien, c'est ce que je fais là. Et une fois que c'est ça, j'ai les probas d'affectation là. Comme j'ai les probas d'affectation, voilà, qu'ici en format tensor ici, il faut que je la mette en un vecteur numérique. C'est ce que je fais là. Voilà. Et ces probas d'affectation, je vais la transformer en une affectation. S'il est supérieur à 0,5, je prédis ma lignante. Et s'il est inférieur à 0,5, voilà, je prédis strict à 0,5, c'est ma lignante. Et inférieur ou égal à 0,5, c'est bénigne. Donc, c'est ce que je fais ici. Très bien. Qu'est-ce qui reste à faire alors? Ce qui reste à faire, c'est la matrice de confusion. Je fais la matrice de confusion et je calcule l'accuracy qui est de 97%. C'est à peu près ce qu'on devrait obtenir ici, hein. Il me semble, hein. Alors, je regarde ça. C'est quelque part par là. Je me suis embrouillé un peu là, mais c'est quelque part par là. Voilà. Ah, mais c'est c'est pareil. Voilà. Donc, c'est exactement tout ce schéma-là que j'ai mis en œuvre. Vous avez bien vu, hein? Voilà. Le train, j'ai fait le scal, j'ai créé le perceptron. Très bien, il est prêt. Ensuite, j'ai importé le test, j'ai appliqué le scal, toujours en utilisant la moyenne et l'écart type calculé sur le train. Ensuite, j'ai fait le predict.
J'ai dû transformer les probas d'affectation en classes prédites et ensuite ici les classes observées sur l'échantillon test, les classes prédites sur l'échantillon test et j'ai créé la matrice de confusion et j'ai calculé l'accuracy à un moins taux d'erreur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est ce que ça je vais expliquer dans mon cours hein, très rapide que je ferai devant mes étudiants, c'est que je leur dis, en fait, il y a deux manières de voir un perceptron multicouche avec une couche cachée. Voilà. C'est que soit on est dans l'espace originel, dans cette partie-là, et on a des séries de droites qui vont s'imbriquer, ou bien on est dans un espace intermédiaire, et dans l'espace intermédiaire, on a un séparateur linéaire. Du coup, j'aimerais voir comment se situent les points dans l'espace intermédiaire. Et est-ce que les classes sont séparables linéairement dans l'espace intermédiaire? Oui, visiblement, puisqu'on a un accuracy de 97%. Mais c'est mieux de le voir, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, hein, je reviens dessus, il y avait un forward 1 pour obtenir la sortie de ce réseau-là, il y avait un forward 2 dans mon classe hein, de calcul pour obtenir la sortie de ce réseau-là. Donc, si j'applique mon forward 1 sur mes données test, j'obtiens ce qu'il y a à la sortie d'ici. On est d'accord, hein? Regardons 2 secondes notre code là. Elle est où la classe? Elle est là. Voilà. On voit bien, hein? Il y a un forward 1 qui fait une première sortie, et ensuite il y a un forward 2 qui fait la sortie finale. On voit bien l'imbrication ici. Là, typiquement, j'aurais pu utiliser un pipe, mais regardez bien, hein? Là, forward 1 me sort out 1, la sortie de la couche cachée, et j'applique le forward 2 sur le out 1 pour obtenir out 2. Donc là, j'aurais pu faire un pipe directement et ne pas utiliser out 1 ici. Mais là, c'est là qu'on perd les étudiants avec ça. Au début. Après, quand ils ont l'habitude de manipuler le pipe et tout ça, ils comprennent bien les enchaînements. Mais au début, quand c'est dans une phase de compréhension, on n'allait pas faire des choses comme ça, hein, parce que très rapidement, ce sera pas lisible. Et vous allez perdre les étudiants avec ça, hein, clairement. Hein. Donc, toujours schématique, toujours lisible dans les phases d'initiation. Après, quand les étudiants ont pris confiance et qu'ils ont compris les schémas globaux, là, on peut aller dans les subtilités. Mais on commence jamais avec des subtilités. Je dis ça. Bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe alors? Pour obtenir la sortie intermédiaire, je prends les données test là et j'applique forward 1. Et j'ai une matrice effectivement avec 2 colonnes. Hein. Il y a 300 lignes là. Bon, j'ai affiché que les 5 premières lignes hein, parce que sinon ça fait un affichage ingérable. Voilà. Mais il y a bien 300 lignes et 2 colonnes. Pourquoi 2 colonnes? Parce que là, il y a 2 sorties. Très bien. Alors du coup, là, c'est un tensor, hein, ça va pas être possible de manipuler directement pour faire un plot dessus, donc je l'ai transformé en une matrice. Je l'ai appelé hidden. C'est bien les mêmes valeurs là et là, on est d'accord là-dessus. Hein. Sauf que la matrice, on peut le manipuler. Et du coup, j'ai fait un plot, voilà, en illustrant les classes avec, je vais mettre ça plus grand d'un coup, voilà, en illustrant les classes, voilà, en illustrant les classes avec des couleurs rouges pour les bénignes et bleu pour les malignantes. C'est ce qui se passe ici. Voilà. J'ai mis la légende de toute manière. Hein. Boum. Et voilà. Du coup, bah, la séparation, on voit bien, hein, elle va être plutôt par là, je pense. Hein. Plutôt par là. Et du coup, on voit bien les rouges qui sont du côté des bleus et les bleus qui sont du côté des rouges. Voilà ce qui va se passer ici. Hein. On est d'accord là-dessus. Et on a bien entre 0 et 1 et 0 et 1. Pourquoi? Parce qu'on a fait on a appliqué une fonction d'application en sigmoïde, tout simplement. Très bien. Voilà. J'ai appliqué la même idée ici, hein. Le graphique peut être un peu différent. Voilà. Ici, parce que peut-être que j'ai mis autre chose comme fonction de tension. Ah non, non, j'ai bien fait la même chose. Mais bon, comme les poissons, et c'est un apprentissage, c'est une heuristique, hein. Donc on n'a pas forcément les mêmes graphiques. Quand vous allez faire, vous allez répéter ça, on n'aura pas forcément les mêmes graphiques, hein. Mais on aura bien des nuages de points séparables linéairement. Ça, c'est sûr. Très bien. Voilà. Et du coup, donc, on peut récupérer les coefficients qui sont là. Hein, C1, C0, C1, C2, je peux les récupérer en réalité. C'est ce que je montre ici. Voilà. Donc, on a les poids ici dans la layer 2. Voilà les poids associés. Très bien. Et on a l'intercept qui est là, le C0. C1, C2, C0. On les a là. Du coup, c'est tout à fait possible de tracer la frontière linéaire dans l'espace intermédiaire défini par la couche cachée. Bon, je vous laisse ça, je l'ai fait ici. C'est ce que j'ai fait ici. Je me suis amusé à le faire. Voilà. Mais vous, bon, ça, à titre d'exercice, hein, vous pouvez le faire. Mais le principal message, il est là. Le principal message, il est là. C'est que ce que j'ai fait avec PyTorch pour Python ici, je peux très bien le reproduire en utilisant
torche pour R. Tout à fait. Hein, voilà. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit bien la similitude des étapes et forcément, et du coup du code entre ces deux approches-là. Hein, donc là, j'ai repris ce que j'avais fait ici. Voilà. Et j'ai repris que j'ai reproduit ici. Voilà. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est quelqu'un qui avait compris bien des choses. Je me plais aussi à répéter ça. Mais c'est vrai pour le coup. Là, on voit bien, hein, on peut faire exactement la même chose. Voilà. En tout cas, dans ce domaine-là. Je dis pas que c'est généralisé, hein, parce que je connais également mes camarades informaticiens disant, mais non, mais avec si on peut faire ça. Non, non. Ouais, ok, très bien, très bien, très bien. De toute manière, moi aussi, règle numéro X, c'est que on met toujours le code en ligne, comme ça, tout le monde peut récupérer et reproduire ce qui est montré. C'est ça aussi, ça, c'est un élément qui me paraît extrêmement important dans tous les domaines liés à la recherche, en tous les cas. Voilà. Voilà, excellent travail à tous. Bon, demain, quand même, on va travailler sous Python quand même, mais sachez que c'est possible de le faire sous R, du coup. Excellent travail à tous.